Nous revoici au Global Virtual AI Tour. Et maintenant, on va avoir une session sur le machine learning automatisé qui s'appelle le machine learning automatisé. Le développeur a-t-il l'avenir du data scientist? Qui sera donc présenté par Philippe Didier-Georges et François Simon. Donc, Philippe, tu es fan des dinosaures depuis tout gamin et tu ne t'es toujours pas remis d'apprendre que leur descendant le plus proche était le poulet. C'est bien ça? C'est ça, j'ai mis aussi le t-shirt vu que c'est le thème du jour. Et ouais, Super. effectivement, c'était une déception terrible. Et François, si j'ai bien compris que si on te laisse gérer l'itinéraire d'une rando, on est sûr de passer devant une falaise et que on va chercher comment on escalader pendant une demi-heure. C'est bien ça? Ok. Et Et bon, c'est parti alors, quand vous c'est voulez. parti. Merci. Alors, bienvenue à tous donc, dans cette session où en fait on va vous parler d'automated ML, donc machine learning automatisé, parce que simplement nous, qui nous intéressons pas mal au sujet d'IA, de machine learning, on a commencé à y toucher par la façon la plus simple pour les développeurs, tout ce qui est cognitive services, etc. Mais on s'intéresse de plus en plus pour rentrer un petit peu dans les sujets de machine learning. Et notamment le automated ML qui a attiré notre attention. Alors, je me présente donc rapidement, au-delà de la présentation sur les, les dinosaures. Philippe Didier-Georges, donc je suis cofondateur que j'anime encore aujourd'hui. Je suis MVP Microsoft et jusqu'à en fait il y a quelques semaines, j'étais CTO d'une boîte qui s'appelle VersusMind où j'ai travaillé avec François. Et donc, François. Ouais, donc François Simon, donc, je travaille en tant que tech lead chez VersusMind. Et voilà. Donc on a fait un constat avec François, c'est en fait le machine learning du point de vue développeur, ça a l'air super cool, on peut faire plein de choses hyper cool, mais au final c'est pas vraiment facile. Donc en fait pourquoi c'est pas si facile? Il y a beaucoup de concepts à appréhender quand on arrive, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, et c'est bien pour ça que c'est un métier. Alors c'est compliqué parce qu'au final il y a beaucoup de choses. On voit pour on va dire quelqu'un qui connaît pas, qui a des notions techniques mais qui connaît pas vraiment le métier, on va voir surtout la partie modèle, puisque au final c'est les personnes qui vont faire un petit peu nos modèles, faire de l'entraînement. Mais au final, déjà rien que sur cette partie, il y a plusieurs aspects. Il y a la partie vraiment annotation, ce qu'on appelle featuring des données. Donc c'est le sujet qui a été très bien traité sur la session précédente. Donc là, vous savez déjà tout dessus. Et donc ensuite, par rapport à cette préparation des données, comment on va donner en fait contextualiser nos données, apprendre à notre moteur à reconnaître les bonnes choses dans notre source de données, il y a la création du modèle. Ensuite, une fois qu'on a un modèle, pouvoir l'évaluer pour savoir quelle est la justesse, la précision de notre modèle et comment pouvoir le suivre un petit peu dans le temps pour pouvoir l'améliorer. Au-delà de cette partie-là, il y a une énorme partie en fait qui est la partie acquisition des données, préparation. C'est-à-dire qu'avant même de prendre des données où on sait que c'est les données sur lesquelles on va entraîner notre modèle, avec les bananes par exemple, il faut déjà qu'on récupère toutes ces données, qu'on les agrège, qu'on les prépare, qu'on les nettoie pour avoir un jeu de données qui soit fiable et qui permette de faire en fait un bon entraînement pour la suite. Et donc en fait là-dedans il y a aussi beaucoup de choses, puisqu'il y a à trouver la source de données, il y a à mettre en place tout ce qui est un petit peu de pipeline pour pouvoir automatiser le traitement, le fait de mettre à jour, de rajouter tout le temps de données. Voilà, il y a plein de choses. Et enfin, il y a la partie déploiement. Une fois que vous avez un modèle qui est prêt et que vous avez des données qui sont suffisantes, en fait, pouvoir déployer votre modèle et pouvoir l'exploiter dans des applications. Avoir également des scripts, ce qu'on appelle des scripts de scoring, puisque si vous avez déjà utilisé des services type service cognitif ou des modèles IA, machine learning, vous voyez, quand vous faites une prédiction, vous demandez un résultat, vous avez généralement un score qui vient avec, qui est un pourcentage de certitude. Et donc tout ça, c'est calculé grâce au script de scoring. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait quand on rentre dedans. Et notamment sur la partie, rien que la partie modélisation, faire le modèle, là je vous ai mis un petit extrait de Scikit, donc qui est une librairie en fait pour tous les algos de faire vos modèles machine learning, avec une petite cheat sheet qui permet de vous guider un petit peu dans le choix des algorithmes. On voit qu'il y en a beaucoup.
avec des noms un petit peu obscurs. Et en fait, le gros travail quand on vient en tant que développeur pour commencer à essayer de créer nos propres modèles, c'est de commencer à comprendre quels sont tous ces algorithmes, de les connaître et de savoir comment les utiliser. Donc voilà, il y a beaucoup de travail et c'est généralement le mur qu'on se prend en tant que développeur quand on veut commencer à travailler sur du machine learning. Alors là arrive l'automated ML, donc le machine learning automatisé. Donc le principe, très simplement, c'est de dire, au final, on va faire automatiser la partie création du modèle. Donc comment ça va se passer en tant que développeur, en tant qu'utilisateur du service? Je dois lui fournir un jeu de données. Bon, ça, on ne peut pas y couper, hein, c'est un jeu de données pour entraîner et créer notre modèle. Faut que je lui dise en fait quelle est la donnée que je veux pouvoir prédire, calculer et quel est en fait mon objectif derrière. Et ensuite, comme dit, on est sur du machine learning, ça peut être très consommateur, on peut aller très loin, mais on va se limiter un petit peu dans des contraintes de temps ou de coût pour la création de notre modèle. Parce que à partir de tout ça, le service va en fait aller essayer tout un ensemble d'associations, d'algorithmes, de features, de paramètres pour en fait générer différents modèles avec différents paramètres et les tester derrière pour au final me sortir un ensemble de modèles qui ont été créés avec un classement par score. Et donc l'idée c'est que je lui donne tous ces éléments, le dataset, la métrique et des contraintes de coût ou de temps pour l'entraînement, et il va aller mouliner pour moi, me faire tester un peu toutes les associations de modèles et me dire voilà, j'ai généré tel modèle et le plus performant c'est celui-là. Donc la promesse est quand même assez sympa puisqu'au final on s'enlève déjà ce mur de connaître les différents algorithmes et de créer nous-mêmes notre modèle. Alors les types de modèles qui sont disponibles aujourd'hui, aujourd'hui, je précise qu'on parle de Azure ML, puisqu'en fait, vous avez de machine learning automatisé sur différentes plateformes. Aujourd'hui, vous avez sur Azure ML tout ce qui est algorithme de classification. Donc la classification, par exemple, ça va être de dire est-ce que j'ai une banane ou une pomme sur du visuel? Est-ce que c'est un homme ou une femme qui parle? Donc, ça va se reposer uniquement vraiment sur la caractérisation des données. Donc reconnaissance d'image, détection de fraude aussi sur des scénarios financiers, etc., etc. Donc c'est vraiment, on lui donne une donnée, on lui donne avec un certain nombre de paramètres qu'il est capable de reconnaître et avec ça, il va reconnaître tel ou tel cas scénario et me dire voilà, c'est classé pomme ou banane. On a ensuite la possibilité de faire de l'automated ML sur de la régression, donc des algorithmes de type régression. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une prédiction sur un ensemble de paramètres. Par exemple, je veux pouvoir prévoir le prix d'une course de taxi. Je lui donne comme paramètre, je prends le taxi à Paris pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle. Je pars à minuit un samedi et du coup, avec ces éléments-là, il est capable, depuis sa base de prix qui ont été calculés sur les précédentes courses, de me prévoir le coût de ma course. Le baril de pétrole, par exemple, c'est pas mal d'actualité. Il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte et beaucoup de données à agréger, mais dans l'idée, c'est pas tellement lié dans le temps. Ça va être beaucoup de paramètres extérieurs qui font varier au final le prix du pétrole. Donc on peut imaginer tout ce qui est prédiction selon un ensemble de paramètres. Et enfin, on a la possibilité de faire des modèles de façon automatisée sur des prédictions basées sur des séries temporelles. Donc là, c'est vraiment une prédiction dans le temps. Donc on a la notion de temps en plus. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir un ensemble de paramètres, mais qui en plus vont varier avec une tendance dans le temps pour sortir une tendance avec un historique de données. Donc là, il faut bien se dire que ça peut être par exemple pour de la maintenance préventive, vous avez de l'usage régulier sur les machines et des historiques de quand sont intervenues les pannes. Ça vous permet de prévoir quand est-ce que vous devez faire une intervention de maintenance, etc., etc. Ça vous permet de prévoir, par exemple, la demande en bretzel pour les différentes périodes de l'année à Strasbourg, avec des pics au moment du marché de Noël, voilà. Et également sur les ventes de vin d'Alsace. Voilà, vous avez tout un tas de scénarios que vous pouvez comme ça prendre en compte et qui vont permettre qui ont un impact en fonction de la temporalité, que ce soit des périodes ou voilà, sur la durée. Les promesses du machine learning automatisé, elles sont nombreuses. Déjà, en termes de productivité, ça va vous permettre en tout cas de défricher un peu le terrain, de trouver le meilleur modèle possible avec le système, en tout cas sur une première phase, automatiquement.
Vous allez ensuite pouvoir faire du tuning de ce modèle, puisque ça va vous extraire un modèle, mais vous avez toujours la possibilité de l'améliorer par la suite. On va rester sur des stacks techniques et des services qui sont standards, puisqu'en fait, là, en l'occurrence, on est basé sur Azure ML, mais malgré tout, les modèles qui vont être générés sont compatibles avec TensorFlow et on va pouvoir exporter vers du Onyx. Donc Onyx, c'est en fait un format standard pour les modèles machine learning. Voilà, c'est des grands acteurs, pas mal de grands acteurs du domaine, comme Nvidia, Microsoft, Facebook, je crois, voilà, qui sont rassemblés pour faire un standard, puisqu'en fait, chacun a un peu développé un peu son modèle de fonctionnement, et du coup, pour pas être attaché à une plateforme, en fait, vous pouvez exporter ces modèles dans Onyx, et ça va tourner sur toutes les autres plateformes. Enfin, vous êtes scalable, donc ça c'était le mot parce que ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps sur l'entraînement, puisqu'en fait, comme vous êtes sur Azure ML, vous allez utiliser de machines virtuelles, donc potentiellement vous pouvez débloquer beaucoup de ressources pour paralléliser toutes vos itérations et aller beaucoup plus vite dans l'entraînement. Et puis enfin, la promesse qui nous intéresse et qu'on a voulu vraiment tester un peu, aller voir dans ces retranchements, c'est la démocratisation, à savoir que a priori, on pourrait faire des modèles qui sont plutôt performants selon les cas, même quand on a un utilisateur moins expert. Donc typiquement, je suis développeur, j'ai pas de service cognitif qui répond exactement à mon problème, mais voilà, j'ai envie un petit peu de démarrer là-dedans, et a priori, AutomatedML me permettrait d'avoir quand même un résultat pas trop mauvais. Et c'est ça qu'on a voulu tester. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'au final, AutomatedML, avec les promesses qu'il a et s'il est tellement performant, est-ce que ça annonce la fin des data scientists? Yes, donc du coup, en fait, l'idée c'était de reprendre, de faire un tuto en fait de zéro, comme les tutos finalement sur Internet, et de se confronter à j'ai des données brutes et est-ce que j'arrive à créer un modèle. Donc l'idée qu'on s'est donnée, c'est on allait prendre du coup les données les données du cadastre qui sont disponibles en open data sur le site du gouvernement. Donc on a pris la ville de Paris avec des données qui datent depuis 2014 pour essayer de prédire les valeurs de biens immobiliers. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de ce dataset qui reste brut et de se confronter à l'exercice. Voilà. Est-ce que j'arrive à faire un entraînement? En fait, la genèse du projet, je me permets juste de rajouter. Ah oui, pardon. C'était que... alors effectivement, il y a des tutoriels qui sont avec des datasets tout prêts. Et on teste, ça marche, c'est magique. La question, c'était de savoir, est-ce qu'en tant que développeur, avec un cas d'usage qu'on sort de chez nous, on n'a pas le dataset, on doit aller chercher vraiment tout de zéro, on arrive à s'en sortir, on arrive à faire quelque chose rapidement. Donc, en fait, on s'est lancé initialement sur ce sujet-là, sur un hackathon de 48 heures, uniquement entre développeurs. Et donc, c'est un petit peu le retour sur ce hackathon-là qu'on fait aujourd'hui pour vous dire un petit peu à quoi on a pu arriver en 48 heures. Yes, merci. Alors du coup, je vais reprendre l'écran et tac. Et vous présenter un peu l'outil. Alors déjà, une fois qu'on a eu nos données, on est allé sur le portail de Azure. Donc le portail Machine Learning Azure, ml.azure.com. Toutes les fonctionnalités de machine learning autour d'un seul endpoint. Donc à ce niveau-là, la fonctionnalité qui nous intéresse là, c'était AutomatedML. Donc on est allé dessus et on arrive sur un écran qui nous donne lancer une nouvelle expérience de machine learning automatisé et la liste des précédentes expériences qu'on a pu lancer. C'est direct, on rentre rapidement dans le sujet. Essayons du coup d'en lancer une nouvelle. Donc là, on va retrouver les mêmes choses dont tu as parlé tout à l'heure, Philippe, c'est-à-dire les différents inputs qui sont nécessaires pour faire un entraînement. Donc la première chose, ça va être la data. C'est le truc le plus important. Donc
vous avez la possibilité d'en créer un depuis différentes sources et ou en choisir un que vous avez déjà importé. Donc c'est intéressant si vous avez besoin de relancer des runs, etc. Donc là, on va utiliser aujourd'hui. Donc on a un peu regroupé les données et on les a un peu nettoyées pour avoir donc on a la date de la transaction, donc des différentes transactions de l'historique qu'on a pu avoir depuis les données du cadastre, la valeur foncière de cette transaction, la valeur du bien, le code INSEE, donc, qui nous permet de savoir dans quel arrondissement de Paris se trouve ce bien, le nombre de pièces du bien et la surface du bien. Ici, on a rajouté une colonne de groupe, on pensait qu'on allait l'utiliser, mais finalement, on ne l'a pas fait. Alors, on a sélectionné ce dataset, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être de la configuration qui est un petit peu transverse sur tout type d'entraînement machine learning, en tout cas dans Azure. Là, la première chose qui est intéressante de voir, c'est quelle est la valeur qu'on veut prédire. La valeur qu'on veut prédire, la valeur foncière d'un bien dans le temps. Donc, la valeur foncière. Il y a un point qui est assez intéressant dans le portail Azure, c'est de regrouper en fait les différents entraînements qu'on a déjà fait sous une même bannière. Donc ça nous permet en fait de regrouper un peu, comment dire, sous forme de projet, les différents entraînements qu'on a pu faire. Donc là, par exemple, on peut choisir IMOML Global AI Tour. Hop. Et puis ensuite, on choisit le cluster d'entraînement. C'est ni plus ni moins qu'une VM sur votre portail Azure. Donc là, on en a déjà 2 qui sont présentes. Si vous en avez besoin, si vous avez besoin sur votre portail Azure, vous avez la possibilité de le faire via un petit formulaire rapide. Voilà. Donc, une fois qu'on a choisi tout ça, on passe à la suite. Là, le point qui est intéressant, c'est que tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. On a quand même on doit quand même nécessairement choisir quel type de tâches on doit produire. Donc, on retrouve les 3 types dont tu as parlé tout à l'heure, Philippe, avec la classification, la régression et la prédiction par série de temps. Donc, là, notre but, c'est vraiment de faire une prédiction de la valeur foncière dans le temps. Donc, on va prendre on va sélectionner ce type-là. Il faut sélectionner donc une colonne de temps puisque c'est nécessaire, c'est notre abscisse qui va nous permettre de faire cette prédiction. Donc, ça tombe bien, on en a une dans le dataset. Ensuite, on va choisir, on peut, si on veut, choisir des discriminants. Donc, des discriminants. Les discriminants, pour nous, c'était des choses fonctionnelles. Donc là, dans notre cas, on a réfléchi à comment est-ce qu'on cherche un bien. Un bien, on le cherche par une localisation. Donc, dans notre cas, c'est le code postal. Et puis, un nombre de pièces. Donc, je veux un F1 dans le 8e arrondissement, par exemple. En fait, ça va permettre d'aider le modèle à s'entraîner. C'est-à-dire qu'on va lui donner quelles sont, au final, les colonnes qui doivent permettre de regrouper les données qui vont ensemble. Parce que sinon, il va se dire... comment est-ce qu'il va être capable de se dire qu'au final, 2 pièces de 30 mètres carrés, c'est différent d'une pièce de 30 mètres carrés. Pareil sur la prédiction, grâce à ces points-là qui nous permettent c'est déjà de la labellisation, en fait, qui va permettre de regrouper un petit peu les données qui vont ensemble, quoi. On peut rajouter des configurations additionnelles. Donc, dans les configurations additionnelles de notre run,
il y a un point qui nous paraît important de vous montrer, c'est les critères de sortie. Donc, au niveau des critères de sortie, on a 2 types de critères que vous pouvez combiner si vous voulez. Il y a déjà le temps maximum. Donc, on parlait tout à l'heure, le fait de lancer une run, c'est du temps processeur. Donc, il faut ou pas décider d'un temps maximum. Si l'entraînement met plus de 3 heures, là, dans ce cas-là, on s'arrête et puis on regarde quel est le meilleur modèle qui aura été sorti de ça. L'autre point, c'est une réussite au score. Donc, si vous déterminez que au-delà de 97% de réussite, votre modèle, vous pouvez mettre 97% ici et dire et si au premier modèle entraîné, au premier modèle sorti, on a 97%, il va s'arrêter au premier modèle et il va vous donner ce résultat. Voilà, donc on peut s'arrêter. Ce qui est intéressant, qui est arrivé depuis le hackathon jusqu'à maintenant, c'est qu'on peut rajouter des entraînements avec le deep learning, en plus des différents algorithmes qui sont déjà présents. Attention, avec cette fonctionnalité, ça va augmenter par 10 votre durée d'entraînement. Ok, donc une fois qu'on a rempli tout ça, on peut lancer l'entraînement et accéder au résumé de la run et de la voir avancer au fur et à mesure avec son état de préparation. Le souci qu'on a eu quand on a commencé le hackathon, c'est que en fait, là, tout est géré pour nous, sauf que s'il y a une erreur, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, on a dû faire un peu différemment. Du coup, hop, je vais revenir sur le portail. Donc, effectivement, on est parti là-dessus. Ça, c'est le principe qui a été présenté. Nous, le hackathon, il a eu lieu en septembre dernier. Donc, le service était vraiment au début, en tout cas en version publique. Et en fait, on a lancé et en fait, ça a avancé et en fait, on avait juste marqué et on avait juste marqué. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, on s'est un petit peu heurté au problème de dire on veut faire un truc un peu trop magique, on veut faire un truc un peu trop magique quand ça marche pas, mais quand ça marche pas, en fait, c'est pas quoi faire. Faut quand même comprendre que c'était pour ça quand vous suivez les exemples, quand vous suivez les datasets déjà tout prêts, vous prenez les datasets exactement ce que tu as fait, François, et ça marche. Tu as fait, François, et ça marche. Votre dataset, finalement, mais quand vous prenez votre dataset, finalement, ça marche pas. Du coup, en fait, on a dû dire ça fait 2 heures qu'on bosse, ça fait 2 heures qu'on bosse, dataset, et puis ça marche pas. Comment est-ce qu'on va faire pour avancer? Donc, du coup, c'est bon. C'est pas grave, changement de fusil d'épaule. On va faire du machine learning automatisé, mais on va quand même. Il y a la possibilité de le faire pas en full automatique depuis le portail, mais vraiment en partant sur des outils standards des data scientists, avec notamment les notebooks Jupyter, qui sont des outils un petit peu habituels utilisés sur Azure ML. Donc depuis le portail, en fait, donc on a effectivement la partie notebook, ML automatisé ici. La première étape, en fait, quand vous voulez avoir un notebook Jupyter, commencer à travailler, ça va être de vous créer une petite machine virtuelle avec tous les outils qui vont bien. Vous pouvez le faire vraiment en quelques clics et vous disposez d'une machine qui a tous les outils à disposition pour commencer à travailler, notamment Jupyter Lab. Alors pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus? C'est parce qu'en fait, avec des petites recherches, on a vu que sur GitHub, Azure, en fait, et notamment la partie Azure ML, proposait plein d'exemples. Et notamment, quand vous allez sur le repo, vous avez un petit dossier How to use Azure ML et vous avez un dossier Automated Machine Learning avec tout un tas d'exemples avec des notebooks qui vous permettent de créer, en fait, de faire vraiment toutes les étapes. On a regardé un petit peu les scénarios. Et au final, on a trouvé un scénario qui était pas trop mal avec la prévision de vente de jus d'orange. Ça prend en compte un certain nombre de magasins, des informations sur les clients, les chiffres de vente sur plusieurs années, et pour pouvoir prévoir en fait les ventes futures de jus d'orange. Donc une fois que j'ai créé ma machine virtuelle, je me connecte dessus et j'arrive sur Jupyter Lab. Et donc, on va remettre, on va refresh.
Du coup, ce qui est pratique, c'est que là, ce que je vous ai montré, au final, ces notebooks d'exemple, en fait, ils sont déjà inclus. Quand vous faites votre machine pour travailler sur Azure ML avec le Jupyter Lab, en fait, ils sont déjà présents. Donc, vous les avez déjà. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de ce notebook Jupyter et on l'a adapté, en fait, puisque l'avantage des notebooks, c'est que vous mixez, si c'est la première fois que vous voyez cette interface, vous pouvez mixer les aspects vraiment documentation, explication, commentaires, vraiment avec du texte riche, la mise en forme des graphiques, etc. Et la partie code que vous allez exécuter. Donc c'est vraiment très didactique et ça vous permet de rentrer dedans comme ça et ça nous a permis, nous, d'adapter le modèle, en fait, le notebook existant pour faire notre modèle. Donc du coup, on a commencé par une petite phase où vous faites tout ce qui est les imports qui vont bien, vous définissez, voilà, vous vérifiez un petit peu toutes les informations de votre environnement. Donc là, en l'occurrence, on est en SDK 1.2, donc Azure ML 1.2. À l'époque du hackathon, c'était du 1.0. On a déjà eu pas mal de breaking change depuis. Donc c'est intéressant à savoir parce que ça bouge beaucoup. Voilà, donc ensuite on rentre sur une première phase qui est de créer le compute. Donc en fait, on rejoint ce que tu avais fait dans le tutoriel, dans le petit wizard, c'est que la première chose, c'est d'avoir une machine, de disposer d'une machine qui va vous permettre de faire les calculs. Donc là, en l'occurrence, ça tombe bien parce que on a des clusters de calcul qui sont déjà existants. Donc on voit celui qui est en train de calculer ou tu as lancé et le ImoML Compute que j'utilise ici. Donc j'utilise, j'ai pas besoin de le recréer, donc tout va bien, mais déjà dans le notebook, vous avez tout ce qu'il faut pour vous accompagner dans la création de cette machine. Ensuite, la première étape, ça va consister à lui donner mon dataset. Donc, alors, je l'ai ici, mon dataset, c'est celui que tu as montré tout à l'heure. En fait, vous avez accès sur votre machine à tout le file system, et notamment, du coup, le fichier PariGrouped, qui est notre dataset complet ici avec toutes les données donc de vente immobilière depuis 6 ans sur Paris. Donc je commence par lui donner ce fichier-là et je charge déjà ma variable timeColonneName qui va être le nom de ma colonne pour les séries temporelles puisque on va faire de la prédiction sur des séries de temps. Donc du coup, je définis déjà ce temps-là et je le parse comme une date. Donc, je lui dis de le prendre comme une date. Voilà, il m'affiche les 5 lignes pour avoir un aperçu et vérifier que tout s'est bien passé. Donc je continue. Là, je vais lui donner du coup mes colonnes de grains, donc les fameux discriminants, le code INSEE et le nombre de pièces. Et je fais un group by, donc c'est exactement ce que tu avais dans le wizard tout à l'heure. Ensuite, je peux faire un set de données un peu plus court au début pour les entraînements parce que forcément, ça prend un petit peu de temps. Si on réduit les données, ça va aller plus vite, le temps de développer. Et alors là, je définis quelque chose. On avait dans les paramètres, donc on n'a pas montré tous les paramètres additionnels qu'on peut définir dans le wizard, mais on retrouve aussi ce paramètre-là. C'est ce qu'on appelle la test period. Donc en fait, soit on peut lui permettre de gérer tout automatiquement, c'est ce que tu as fait, François, soit je peux lui dire sur en fait mes séries de temps, je vais définir moi-même quelle est la quantité de données que je vais sortir pour les tests. Donc en fait, on a toujours cette partie-là sur notre jeu de données au départ. Là, on a 6 ans d'historique. On va prendre la majorité des données pour entraîner notre modèle, mais pour pouvoir valider en fait que les prédictions soient bonnes, on va se garder une petite partie de ces données-là qu'on va sortir, qui sont les données de test, qu'on va ensuite filer à notre modèle pour voir si les prédictions sont justes. Donc là, en l'occurrence, je lui dis, je vais garder, donc j'ai fait des séries par mois pour l'instant parce qu'on n'avait pas suffisamment de données pour aller plus fin. Mais du coup, je lui dis, sur mes 6 ans, en fait, les 12 derniers mois, je vais les sortir, ce sera mes données de test, donc je vais faire l'entraînement sur les 5 premières années et la dernière ligne permettra de valider en fait les prédictions de mon modèle. Donc voilà, je lui donne ça, je sépare en fait mon jeu de données dans un jeu données et un jeu test. Voilà, comme je suis dans Azure ML et que j'ai en fait le SDK, pour éviter d'avoir à refaire ce travail d'air et de garder en mémoire dans ma machine, en fait, je vais les sauvegarder dans des fichiers CSV qui sont datastore train et datastore test, que l'on retrouve du coup bien ici. Datastore test et train. Donc si on regarde par exemple le test,
j'ai toutes les données de 2019. Donc, c'est la dernière année. Et train, en fait, on va avoir les données depuis 2014 jusqu'à 2018. OK. Donc là, maintenant, je suis prêt à commencer à travailler. Je vais reprendre ce fichier de données pour avoir mon dataset propre pour entraîner et créer mon modèle. Et ensuite, je passe à la partie modèle. Donc, juste un petit mot, ils ont pas mal simplifié les notebooks depuis l'époque où on avait fait le hackathon. Donc, il y a des étapes qui ont été simplifiées, c'est pas plus mal. Donc là, tout ce que j'ai à lui dire, j'ai mon jeu de données, je vais lui dire quelle est la colonne que je veux prévoir, c'est la valeur foncière. Et donc ensuite, je retrouve en fait tous les paramètres pour l'entraînement. Donc c'est juste une méthode AutoML config où je vais pouvoir du coup désigner le type de tâche. Donc là, c'est la prévision, forecasting. Prévision dans le temps. Alors en l'occurrence, on a effectivement la possibilité de mettre par exemple la limite d'entraînement en temps, comme tout à l'heure où tu avais mis 3 heures. Là, en l'occurrence, j'ai fait différemment. J'ai dit peu importe le temps, je veux juste qu'il me fasse au moins 10 itérations, donc 10 tests différents de modèles. Voilà, je lui donne mon dataset d'entraînement, la colonne de cible, etc., etc. Donc tous mes paramètres ici. Et une fois que c'est ça, je crée en fait mon expérimentation et je lance la run. Et ensuite, j'ai du coup cette petite exécution en fait qui va me permettre de boucler, en fait, d'attendre que l'expérimentation soit terminée et d'afficher le résultat. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à lancer ça, donc je l'ai dit, la partie full automatique plantait et on avait erreur. On ne savait pas du tout ce qui se passait. Là, l'avantage, c'est qu'arrivé ici, on a commencé à avoir des erreurs beaucoup plus précises qui remontaient. Déjà, on savait un petit peu mieux ce qu'on avait fait avant et où est-ce que ça bloquait. Et quand on arrivait là, ça nous disait attention, on a des problèmes. Et c'était principalement des problèmes dans le jeu de données. Soit on avait des doublons, soit on avait des valeurs manquantes, soit voilà. Donc on a, en fait, petit à petit, on a vraiment pu travailler ces données. Du coup, François, je te laisse montrer comment on a fait. Je reprends la main. Alors du coup, en fait, sur l'outil qu'on a utilisé, c'est un outil qui nous permettait d'aller vite dans le contexte déjà. Donc on a pris SSIS. En fait, la réflexion qu'on s'était donnée, c'est on a des valeurs en trop, on a des valeurs manquantes, donc on va grouper pour cacher les valeurs manquantes parce que créer de la donnée, c'est difficile, on n'avait pas le temps. Du coup, pour les valeurs en trop, on s'est dit il faudrait qu'on filtre, qu'on se donne des curseurs qui délimitent des valeurs qui sont forcément erronées. Typiquement, dans le cadastre, il y a des valeurs qui sont à la vente pour l'euro symbolique ou alors des appartements de 10 qui se vendent plus de 300 millions d'euros. Donc, c'est vraiment compliqué si on avait voulu vraiment nettoyer la donnée. Mais on l'a fait rapidement. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre tous les CSV du cadastre. Donc, un CSV, c'était toutes les transactions foncières pendant une année dans un arrondissement. Donc 20 arrondissements, 6 ans. Donc on était à 120 fichiers. Et il fallait déjà, on s'est dit, on va tout regrouper dans une base de données. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On initialise un modèle de base de données qui peut récupérer tout ça et pour tout le monde dans la base. Je n'ai pas fait de nettoyage à ce niveau-là. L'objectif, c'était justement d'avoir une bonne requête à la fin qui vienne nous faire bonne requête bien sentie qui nettoie au mieux en nettoyant du coup les valeurs foncières incohérentes, le mètre carré beaucoup trop peu cher ou trop cher. Et puis aussi, comme on voulait faire des regroupements par nombre de pièces, on n'avait pas suffisamment de données sur des appartements qui faisaient plus de 3 pièces sur la totalité du jeu. Donc on s'est limité à 1 à 3 pièces, voilà, par exemple. Donc là-dessus, on a clairement pris des règles, des raccourcis pour se simplifier la vie et aller au plus vite. Ok. Alors, du coup, très rapidement, un petit peu
un petit peu en retard sur le planning, donc on va se dépêcher. Mais en gros, donc là, sans surprise, mon entraînement n'est pas terminé. Mais donc, une fois qu'il est terminé, j'ai toutes les étapes qui me permettent de récupérer automatiquement le meilleur modèle et de faire en fait un test du coup avec mon fameux jeu de test derrière, où je vais tester en fait la prédiction des valeurs qu'il va donner, et ça va me permettre d'évaluer comme ça quel est le score et quelle est la précision de mon modèle. Alors, en l'occurrence, bon là on voit qu'on a encore des petites valeurs extrêmes qui nous faussent un peu le truc et qui ne rendent pas trop la boucle lisible, mais ça nous permet déjà d'avoir une petite idée sur voilà, la précision des prédictions par rapport au modèle, par rapport aux données réelles, aux données de test. Une fois qu'on a ça, encore une fois, on est guidé vraiment de bout en bout, pris par la main, pour permettre en fait de passer à la partie utilisation, en fait, pour exploiter ce modèle qu'on a créé, avec en fait tout ce qu'il faut pour aller générer nos petits scripts qui permettent d'appeler ce modèle, générer les scripts qui permettent de faire le scoring et packager tout ça dans un conteneur Docker et jusqu'à le déployer en fait. En l'occurrence ici sur un Azure Container Instance, donc vraiment plus simple, j'ai mon petit conteneur Docker, je le dépose dessus, ça me le crée et derrière j'ai même la petite requête préconfigurée qui permet de faire un appel de test avec mon jeu de données de test et de faire les prédictions. Alors du coup je te repasse la main peut-être François parce que tu vas pouvoir me montrer. Là on a vraiment tout fait depuis le portail, depuis le du coup on retrouve tout ça dans les outils standards. Ah, t'as le micro coupé, François. Exactement, ouais. Je disais, c'est intéressant ce que tu dis parce que tout ce qu'on voit dans le notebook, en fait, à chaque fois, on utilise le SDK de Azure ML, les fonctionnalités qui sont déjà disponibles aux autres fonctionnalités du portail Azure ML et on y a accès directement en fait depuis le portail. Et il y a une interconnexion dans le sens où les endpoints que tu as pu déployer, ils sont disponibles actuellement sur le portail. Pour vous montrer rapidement, là par exemple, si je vais augmentation avec un entraînement qui a réussi, donc j'ai accès au résumé de la run. Oh, pardon, forcément, je suis tombé sur le résumé de la run. J'ai accès en plus. Ah, mince, j'ai cliqué 2 fois sur le même, c'est obligé. Tac. Je vais prendre celui du 24 janvier. Tac. Celui-là, il est bien. Donc, j'ai accès au résumé de la run. Donc, je vois l'algorithme qui a été sélectionné, celui qui a réussi l'entraînement. Je peux aller sur cet algorithme, vérifier en fait, voir les visualisations, un peu comme tu as pu le voir dans le notebook. Si je veux aussi, je peux voir en fait, si on revient sur le modèle, je peux voir aussi son statut de déploiement. Donc le statut de déploiement, il y a vraiment un lien entre un modèle et un endpoint sur lequel on a pu le déployer. Ce que je vais vous montrer directement, c'est en fait on a accès aussi à la liste des endpoints qu'on a pu déjà déployer. La liste des endpoints, c'est finalement ce modèle exporté avec un endpoint REST qui est appelable. Par exemple, si je vous montre cet endpoint-là, une URL qu'on peut appeler et sur lequel on peut faire une query de prédiction. Donc, si on reprend un peu de recul, nous, on a hackathon, on avait envie de montrer quelque chose qui donnait envie. Donc, on s'est fait une petite application Angular. Donc, cette application, c'est un formulaire tout bête avec les différentes colonnes nécessaires pour le modèle. Donc, là, typiquement, pour cette année, pour un 45 mètres carrés de 2 pièces dans le premier arrondissement, si je lance prédire, on a une requête qui est avec toutes les données, requête qui est la même que celle que l'on pouvait voir dans le notebook que tu as montré tout à l'heure. Et si je veux, du coup, je peux changer, par exemple, si j'ai plutôt envie de faire une prédiction pour début 2022, parce que j'ai un projet d'achat, pour un 30 mètres carrés dans le 8e, de 2 pièces, ouais, 2 pièces, ça suffira. Hop,
Voilà, donc on a des prédictions qui sont différentes. L'idée, c'est vraiment qu'en fait, on va faire une prédiction pour 12 points. Donc, on donne au modèle dans une seule requête, donne-moi la prédiction pour ces 12 points, les 12 points étant ces différentes données. Voilà. Il y a quand même quelque chose sur lequel il faut faire attention. C'est pas du tout. Il faut pas non plus trop croire ce qu'on a fait, puisqu'on a pris beaucoup de largesse par rapport à la gestion de la donnée. Ouais, voilà. C'est la transition parfaite pour la conclusion. Conclusion de retour, en tout cas d'expérience, parce que là, on vous a montré le résultat qu'on a obtenu sur 48 heures, et surtout, en 48 heures, ça nous a permis de savoir, au final, commencer à répondre en tout cas à la question, est-ce que l'AutomateML permet à un développeur de créer un modèle efficace? Alors, oui, mais il y a quand même des petites nuances à apporter, puisqu'en fait, au final, la partie AutoML va s'occuper que de cette partie dans tout le processus, le petit carré rouge là que vous avez. Et donc, tout le reste, en fait, on doit quand même le faire. Et on doit le faire correctement pour que cette partie-là soit efficace. Du coup, ce qu'on a tiré comme expérience, c'est qu'il y a un gros travail d'analyse et de préparation des données qui est nécessaire. Au final, c'était le plus gros de notre travail. D'ailleurs, une fois qu'on avait réussi à avoir un système qui marchait, il fallait sans cesse en fait retravailler le jeu de données. Les résultats, ils sont corrects. On l'a vu rapidement dans ta courbe, mais pas aussi optimum qu'avec un data scientist, puisque justement, on s'est heurté à des problématiques de dire, au final, on s'est limité aux 1 à 3 pièces seulement parce qu'après, les autres données étaient trop extrêmes ou qu'il en manquait, et donc on ne savait pas forcément, nous, en tant que développeurs, quelles étaient les meilleures techniques pour rajouter des données. On a fait des moyennes quand on avait trop de données alors qu'il n'en fallait qu'une. Donc, on a pris des raccourcis qui faussent forcément la justesse. Et donc, du coup, avec un data scientist, vous aurez quelque chose de mieux, un dataset qui sera beaucoup mieux. Le système, il n'en est qu'à ses débuts. En fait, nous, on l'a vu parce qu'on a fait cette expérimentation en septembre et donc on a suivi depuis, on a mis à jour, puisqu'il y avait pas mal de breaking change, et ça a beaucoup, beaucoup évolué. Aussi bien au niveau du SDK qu'au niveau du système, les types de modèles qu'on pouvait faire, etc. Donc, ça bouge assez vite. Et du coup, on a pu constater des breaking change. Malgré tout, donc, nous, on garde ça comme un bon point d'entrée pour les développeurs dans le monde de la data science. Typiquement, c'est un pas de plus et ça nous permet en fait de rentrer un petit peu dans les outils, dans la pratique, de se heurter à des problématiques et d'y aller petit à petit et de ne pas se heurter déjà à ce premier mur qui peut être dissuasif au départ. Et puis ça peut faire le boulot en fonction des besoins de précision que vous avez. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer le modèle là qu'on a généré sur cette première phase? Forcément beaucoup de travail sur les données. Donc il nous faut plus de critères. En fait, plus vous avez de critères, plus vous serez précis. Un meilleur traitement sur les valeurs multiples et manquantes, c'est ce que j'ai dit, c'était un petit peu les problématiques qu'on ne savait pas trop comment traiter nous de façon efficace. Donc on a plutôt pris des partis pris qu'on savait impactants, mais qui nous permettaient de régler le problème à l'instant T. Un meilleur nettoyage sur les extrêmes, puisqu'on l'a vu là dans le graphe, et effectivement, Paris, c'est un très bon exemple, puisqu'on a des fois des biens de 3000 m² qui sont vendus à l'euro symbolique et des appartements de 13 m² qui sont vendus 400 millions d'euros, on ne sait pas pourquoi. Donc il y a vraiment des extrêmes qu'il faut nettoyer, identifier, parce que ça va fausser le résultat. L'optimisation manuelle des modèles, puisqu'en fait, là, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, quand il a généré, il nous donne quel modèle, quelle association d'algorithmes il a pris, et au final, tous les paramètres. Donc, on peut très bien repartir en fait de ça, donc cette première phase de recherche, et de dire, on va partir vraiment sur un notebook ML ou sur un modèle machine learning plus classique, où on va repartir de ça et aller le travailler, nous, manuellement, puisqu'on a cette première phase qui a été faite pour nous. Ou alors reprendre par exemple avec du ML.NET ou d'autres choses où on va être plus dans notre zone de confort. Et enfin, l'idée, ça va être de faire de l'enrichissement continu, c'est-à-dire que typiquement, là, les données de 2019, on ne les avait pas quand on avait fait le hackathon. On a rajouté du coup 1 an de données, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de précision. Voilà, donc le mot de la fin pour clore ça, on va le laisser à Bill Gates en personne. Voilà, et on va vous remercier de nous avoir suivis et on espère que ça vous a plu. Voilà. Bon événement à tous et s'il y a des questions, c'est le moment. Merci, merci François et Philippe. Est-ce qu'il y a des questions Alors, il y a une question qui a été posée dans le public virtuel tout à l'heure. Ok.
Est-ce qu'il existe des plateformes automated ML open source et déployables on-premise? Alors, en fait, le notebook est disponible. Après, sur les plateformes déployables on-premise, bonne question, je ne sais pas. Ouais, une vraie plateforme Alors, avec, On a avec d'autres l'interface. speakers qui peuvent répondre parce que là, pour le coup, Ouais. effectivement, on fait le retour d'expérience en tant que dev. Mm. Euh, En tant que dev, moi j'ai une réponse. C'est, si on regarde du côté de ML.NET, on a du code qui permet en effet de faire du machine learning automatisé sur sa machine en mode open source. Ouais. Maintenant, est-ce que ça répond à la question plateforme? Je pense pas. Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec des librairies Python aussi, on va pouvoir le faire sans problème. Maintenant, c'est la question de la plateforme. D'accord. Et pas d'autres questions du public Ok. jusqu'ici. Bah, sinon, voilà, merci, c'était super session. Merci beaucoup et puis bonne journée à tous. Merci Merci. beaucoup. Salut. Salut.